Donald Trump, président des États-Unis, promet de bannir l'Afrique du Sud du G20. Les États-Unis ont envoyé un jeune diplomate de leur ambassade en Afrique du Sud. Un jeune diplomate, pour aller recevoir la passation de la présidence du G20. Chose qui ne se fait jamais. En fait, dans le passé, normalement, la passation de la présidence se fait entre présidents de république. Donc, il s'agissait ici, normalement, du président Ramaphosa de passer la présidence au président Donald Trump. Mais le président Trump avait refusé de faire partie du G20. En effet, il a boycotté l'événement en entier, accusant l'Afrique du Sud de faire semblant de ne pas savoir qu'il existait un génocide contre les Blancs en Afrique du Sud. Alors pour cela, Trump a envoyé un diplomate junior pour aller faire la passation avec le président Ramaphosa. L'équipe du président Ramaphosa a trouvé que c'était un manque total de respect. Pourquoi est-ce qu'un junior représentant de la diplomatie américaine viendrait-il faire la passation avec notre président de la République? Ils ont refusé de l'accepter et ont présenté un diplomate à la hauteur du diplomate américain. En fin de compte, les États-Unis n'étaient pas contents. Voilà ce que Trump a dit. Les États-Unis n'ont pas assisté au G20 en Afrique du Sud car le gouvernement sud-africain refuse de reconnaître ou d'aborder les horribles violations de droits de l'homme subies par les Afrikaners et autres descendants des colons néerlandais, français et allemands. Pour dire plus clairement, ils tuent des personnes blanches et permettent aléatoirement que leurs fermes leur soient confisquées. Très grosse accusation. À la fin du G20, l'Afrique du Sud a refusé de transmettre la présidence du G20 à un haut représentant de notre ambassade américaine qui avait assisté à la cérémonie de clôture. Par conséquent, sous ma direction, l'Afrique du Sud ne recevra pas d'invitation au G20 2026, qui sera accueilli dans la grande ville de Miami en Floride l'année prochaine. L'Afrique du Sud a démontré au monde qu'elle n'est pas un pays digne de quelconque adhésion. Elle n'est pas un pays digne de quelconque adhésion. Nous allons arrêter tout paiement et toute subvention qui lui sont destinées avec effet immédiat. C'est brutal, c'est chaud, c'est bousculant, ce qui est évident. Après que le président Trump eut boycotté l'événement du G20 en Afrique du Sud, citant que l'Afrique du Sud faisait semblant qu'il n'existait pas de génocide dans son territoire, pendant le déroulement de l'événement, le gouvernement sud-africain a reçu une communication selon laquelle les États-Unis voulaient envoyer un diplomate pour les représenter dans le G20. Oui. Nous avons reçu une notification de la part des États-Unis, une notification sur laquelle nous sommes encore en discussion avec eux. Concernant un changement d'avis, notamment en ce qui concerne leur participation sous une forme ou une autre au sommet. Donc, les discussions sont toujours en cours. Cela arrive vraiment à la dernière minute avant le début du sommet. Après cette communication, évidemment, vous voyez M. Ramaphosa en train de s'exprimer en riant un tout petit peu. Ça a donné une impression de moquerie. Évidemment, quand vous dites qu'un pays aussi puissant que les États-Unis, qui veut boycotter un événement, et pendant que l'événement se déroule, ils veulent finalement venir. Le président sud-africain voulait évidemment voir la praticité de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'ils veulent venir maintenant? Ça n'aurait aucun sens. Enfin, vous avez refusé ouvertement. Ce sont les questions que le président sud-africain posait malheureusement publiquement. Et après ça, il y a eu une réaction forte des États-Unis. J'ai vu le président sud-africain parler un peu trop contre les États-Unis et le président des États-Unis plus tôt aujourd'hui. Et ce langage n'est pas apprécié par le président ni par son équipe. Et comme vous voyez évidemment la chargée de presse américaine dire ici, le président sud-africain est en train de parloter un tout petit peu. La translation en anglais, français, c'est un peu compliqué, mais en train de running his mouth, donc en train de parler du n'importe quoi sur les États-Unis d'Amérique. Chose que beaucoup de personnes ont trouvé un peu irrespectueux de la part, s'adressant à un président d'une république souveraine et aussi par-dessus le marché, une personne qui pourrait être ton grand-père, ce n'est pas acceptable. En tout cas pas sur le milieu africain et encore moins sur le milieu européen. On ne parle pas à son grand-père comme ça, pas du tout. Après cela, les États-Unis d'Amérique a dit nous voulions plutôt envoyer un représentant pour aller faire la passation de la présidence du G20. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il s'agissait d'envoyer vraiment une personne ou bien ils s'étaient fâchés parce qu'ils ont entendu le président sud-africain réagir de la sorte et enfin ils ont changé disant non, on ne veut pas envoyer une personne pour faire partie du G20, on veut envoyer quelqu'un pour faire la passation du G20 à la journée de la clôture. Alors, pendant ce jour-là, la personne qu'on a envoyée, évidemment, ce n'était pas l'ambassadeur, ce serait acceptable. Les États-Unis d'Amérique, évidemment, ont un ambassadeur en Afrique du Sud qui s'appelle Leo Brent Bozell III.
qui a été assigné depuis le 27 mars 2025. Léo Brent Bosel III. Mais ce n'est pas lui qu'on a envoyé. Ils ont décidé d'envoyer un junior représentant de l'ambassade, donc un chargé d'affaires au nom de Marc Dillard pour aller représenter les États-Unis d'Amérique. Alors Pretoria qui dit, écoutez, on peut pas mettre notre président devant votre junior ambassadeur quand même. Il y a un manque de respect là. C'est quand même le président de la République. Normalement, quand on fait la passation de président, c'est entre présidents qu'on se met. Il y a une grande cérémonie, il y a à manger, à boire, il y a tout ça. C'est pourquoi envoyer un jeune diplomate, un chargé d'affaires. On se pose la question de savoir, est-ce que les États-Unis ont fait ça exprès? S'ils n'ont pas fait ça exprès, partons du principe que le président de la République lui-même, Donald Trump, a boycotté officiellement l'événement. Est-ce qu'on voyait un jeune monsieur, un jeune diplomate inférieur pour rencontrer le président de la République qui vient de boycotter serait la meilleure chose à faire, ou bien c'est pour passer un message très clair? Alors, l'Afrique du Sud a officiellement refusé. Son président rencontre ce diplomate inférieur. L'Afrique du Sud a envoyé le chef de département de relations internationales, M. Zen Dangor. Donc c'est un diplomate au niveau des diplomates là-bas. C'est un peu comme si on disait, bon, moi et toi, on a un problème de parcelle. Ok, on a des difficultés. Mais toi, tu veux m'envoyer aller discuter avec ton fils pour ton problème. Attendez, monsieur, ton fils de 18 ans, comment moi je vais aller discuter avec lui? C'est toi le boss, c'est toi le propriétaire. Pourquoi je dois discuter avec ton fils? C'est un peu ça. Ce sont les choses qui, pour les Sud-Africains, ne se font pas. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié de regrettable l'annonce du président Donald Trump selon laquelle l'Afrique du Sud ne sera pas invitée au sommet du G20 de l'année prochaine. Donc, le président Trump a dit que l'Afrique du Sud ne sera pas invitée du tout. Ont-ils le droit d'exclure un pays légitime qui fait partie du G20? Absolument pas, ils n'ont pas ce droit-là, officiellement. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent refuser la délivrance des visas à la délégation sud-africaine. Ça, ils peuvent le faire. C'est un peu comme le procureur qui a condamné le premier ministre du pays qu'on ne cite pas. Il ne peut plus aller aux Nations Unies, aux États-Unis d'Amérique, parce qu'on lui a refusé un visa. Les Nations Unies sont situées aux États-Unis, mais les visas, c'est de l'autorité américaine. S'il refuse de vous le donner, vous ne l'aurez pas. Alors, le tweet d'un ambassadeur de l'Afrique du Sud a dit « Les États-Unis ne peuvent pas exclure l'Afrique du Sud du G20. L'adhésion du G20 n'est pas déterminée par un pays hôte. Aucun État, y compris les États-Unis, n'a l'autorité d'expulser un autre membre de manière unilatérale. » On va essayer de voir certains tweets de certaines personnes qui ont réagi. Il y a Noédine Isaac Mpoulo qui dit « Trump a du mal à accepter le fait qu'un pays africain ait l'audacité de défendre sa souveraineté ou qu'un leader noir ait le courage de ne pas trembler devant lui. » Voilà un Salim Matour qui dit « Aucun parti politique sud-africain, curieusement, même ceux qui représentent les Afrikaners et les communautés noires en général, n'ont prétendu dire qu'il y avait génocide en Afrique du Sud. Alors on ne comprend pas ce que Trump veut. » C'est une question intéressante. Adrien Lombard qui dit n'importe quoi. L'Afrique du Sud est un pays à crime et le racisme de noirs est le plus grand problème. En tant que blancs sud-africains, les États-Unis ont 100% raison de refuser de délivrer des visas à un gouvernement corrompu pour le G20 de l'année prochaine. Voilà un autre qui dit, il dit POTUS c'est le président américain. Saviez-vous que les fatalités liées aux armes aux États-Unis sont très importantes, avec 8878 morts liés aux armes à feu jusque-là en 2025, n'est-ce pas un génocide? Les crimes, ça se trouve dans toutes les nations. Il nous faut à nous tous faire des efforts pour le réaliser, pour un monde meilleur. Donc, en d'autres termes, il dit, M. Trump ne réalisez-vous pas qu'aux États-Unis, les gens meurent aussi. Joey Fisk qui dit, il refuse de reconnaître un génocide reconnu par les Nations Unies à Gaza, mais il est ici en train de crier sur des choses non prouvées, de fausses idées de ravissement de terrain en Afrique du Sud qui n'existent pas. Double standard. Non, 2.2 mesures. China Unstoppable Rise. Il n'y a pas de génocide de blancs fait par le gouvernement sud-africain. Les pays du Sud ont la responsabilité morale de rester solidaires à l'Afrique du Sud et les boycotter l'événement de G20 2026. Donc c'est un peu ça, ce qui est évident que le président Donald Trump a accusé l'Afrique du Sud de ne pas reconnaître les génocides perpétrés contre les Blancs et les fermiers blancs en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud au départ était partie se justifier à la Maison Blanche. C'était une justification concrète pour aller montrer évidemment il n'y a pas de génocide qui se passe. Mais avec le temps, après avoir fait des recherches et prouvé qu'il n'était évidemment pas une réalité, bien que l'Afrique du Sud en réalité soit un pays auréolé par le crime n'est pas exclusif aux Blancs. Donc il n'y a pas seulement les fermiers blancs qui meurent, il y a aussi des fermiers noirs qui sont tués par la même occasion. Mais est-ce une raison pour laquelle il faudrait ignorer le fait qu'il y a des fermiers blancs qui sont tués? Absolument pas. Il faut trouver une solution à cette histoire. Et aussi l'accusation selon laquelle les noirs prenaient les terres qui appartiennent aux blancs sont absolument fausses. Mais alors avec le temps, à force de se justifier, ils ont peut-être trouvé l'impression qu'on s'est justifié un peu trop, ils donnent un peu trop de levier aux États-Unis d'Amérique. On a l'impression ici que les Sud-Africains sont prêts à tout pour tout.
Alors la question pour vous est celle-ci. S'il a été prouvé qu'il n'y a pas de génocide qui se passe en Afrique du Sud, quelle est la raison pour laquelle le président Trump est en train de mettre autant de pression sur l'Afrique du Sud? Est-ce à cause de leur relation avec la Chine et la Russie, malgré le fait que l'Afrique du Sud s'est prononcée neutre par rapport à la guerre entre Russie et Ukraine? Le ministre sud-africain de l'Intérieur vient de lancer un nouveau portail de rétablissement de citoyenneté. Ceci évidemment permettant aux personnes de vérifier et de récupérer leur statut de citoyen en ligne. Le ministre sud-africain, ce monsieur de l'Intérieur, oui, ce n'est pas un noir, vient d'établir un portail, donc un moyen en ligne de pouvoir récupérer sa citoyenneté pour ceux qui l'ont perdu. Hi, it's Leon Schreiber here, the Minister of Home Affairs. Earlier this year, the Constitutional Court made a ruling on the reinstatement of citizenship for South Africans who lost their citizenship automatically. I'm very proud to announce today that we have launched a groundbreaking new portal that you can visit at myhomeaffairsonline.dha.gov.za and get confirmation that your citizenship has been reinstated. Pourquoi c'est important? Parce que beaucoup des Blancs sud-africains partis à l'étranger après Mandela ont perdu leur citoyenneté. Ainsi, sont devenus incapables de voter aux élections ou d'acquérir la carte nationale à cause de leur choix. Et pour ceux qui comprennent, ça veut dire que ceux qui vivent à l'étranger, ceux qui ont acquis la citoyenneté, ne peuvent pas voter et cela influence les élections. Qu'est-ce qui a changé? Le contexte est très simple. Depuis octobre 1995, les Sud-Africains qui acquéraient volontairement la citoyenneté d'un autre pays perdaient automatiquement leur citoyenneté sud-africaine. Sauf s'ils avaient obtenu une autorisation préalable du gouvernement. Eh ben c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis de ceux qui aiment les pays autorisant plusieurs nationalités parce que ça donne beaucoup plus d'opportunités. En Afrique du Sud, en 1995, la loi a été votée disant toute personne qui quitterait le pays en gagnant une citoyenneté étrangère sans l'autorisation du gouvernement perdait automatiquement sa citoyenneté sud-africaine. Ça, évidemment, c'était en 95, juste à la sortie de Mandela. C'est au moment-là que les Noirs ont décidé sur cette loi. 30 ans plus tard, le 6 mai 2025, la Cour constitutionnelle a déclaré que cette règle était inconstitutionnelle. Elle a confirmé que toute personne ayant perdu sa citoyenneté en vertu de cette disposition est désormais considérée comme l'ayant jamais perdue. Donc toutes les personnes, principalement blanches, qui ont quitté l'Afrique du Sud en gagnant la citoyenneté australienne, anglaise ou canadienne ou autre chose, ont maintenant droit de redevenir sud-africains et avec ça aussi gagnent la possibilité de pouvoir voter aux élections. Pour comprendre le présent, quelquefois, il faut rentrer en arrière pour voir le passé. En 1895, les Européens se réunissent à Berlin pour discuter sur comment se partager l'Afrique. Pourquoi c'était nécessaire? C'était simple. L'objectif était, nous partons en Afrique, un continent riche qui regorge de sources presque intarissables, de pétrole, d'or, de diamants, de lithium. Nous y allons pendant qu'il y a des sauvages, mais on fera un effort énorme pour pas qu'on s'entretue entre nous là-bas. Et pourquoi c'était nécessaire? Parce que les Européens se sont entretués pendant des siècles en Europe. Et il était nécessaire que cette fois-là, puisqu'ils partent en Afrique, dans un milieu où il y a des sauvages, il était important pour eux de ne pas s'entretuer là-bas. Et c'est à partir de là qu'ils ont décidé, écoutez, tous ces pays ici seront colonies de la Grande-Bretagne, ces pays colonies de la France, ceux-là colonies de l'Allemagne, ces pays-là du Portugal, ainsi de suite. Maintenant, pendant que les Européens se partageaient l'Afrique, les Sud-Africains blancs étaient déjà en Afrique australe à l'époque. Je me rappelle ici que les Sud-Africains blancs sont généralement descendants des Allemands, des Hollandais et des Français. Leur objectif était différent. Ils étaient conquistadors. Contrairement aux Blancs qui sont venus en Afrique dans l'objectif de piller, de voler sous forme de colonie et de rentrer chez eux, les Sud-Africains sont partis en Afrique australe dans l'objectif de s'installer pour toujours. Jamais ils ne pensaient que dans l'avenir ou dans le futur, les Noirs contrôleraient le pays. Alors, évidemment, arrivés en Afrique du Sud, ils ont naturellement créé une séparation entre eux et les Noirs indigènes. En 1913, ils créent ce qu'ils appellent le Native Land Act. Le Native Land Act voulait simplement dire que désormais, les Noirs, ils ont plus de terre. Fini. Vous ne pouvez plus acheter des terres même si vous avez de l'argent. Pour opérer dans quelconque terre, il faut que la terre appartienne à un Blanc. Donc vous travaillez pour un Blanc pour pouvoir profiter de la terre. Toutes les terres arables et productives de l'Afrique du Sud étaient désormais entre les mains des Blancs. Les Noirs étaient jetés dans les coins où il y avait absolument rien, dans des bidonvilles. Fast forward, en 1948, on officialise l'apartheid. C'est alors là que les Noirs et les Blancs sont complètement séparés. Il y a désormais un transport pour Noirs, un transport pour Blancs, restaurant pour Noirs, restaurant pour Blancs, un banc pour Blancs, un banc pour Noirs, une plage pour Blancs, une plage pour Blancs. Les relations entre Blancs et Noirs étaient complètement interdites. Les relations amoureuses, on ne parle pas. Les écoles pour Blancs et les écoles pour Noirs. C'était là que l'apartheid battait son plein. Et en ce moment-là, c'était très difficile pour les Noirs parce que pour qu'un Noir quitte sa maison pour aller visiter sa tante dans son quartier, il lui fallait avoir son passeport avec lui. C'était très difficile. Fast forward,
1994, Nelson Mandela quitte la prison après 27 ans. Il passe aux élections à travers le ANC et il gagne massivement les élections en Afrique du Sud. Mandela devient président. Avant que Mandela ne devienne président, beaucoup de Blancs sud-africains étaient très effrayés. Ils pensaient que si les Noirs prenaient le pouvoir, les Noirs feraient de ce que eux avaient fait aux Noirs dans le passé. Donc il y avait une peur blanche. On se disait évidemment, quand vous faites du mal à une personne, il est tout à fait naturel que la personne réplique d'une certaine façon. Et beaucoup de Blancs, en ce moment-là, quand Mandela a gagné aux élections, ont décidé de quitter le pays. Nombreux sont partis en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, au Canada et ailleurs. Alors, une année plus tard, pendant le règne de Mandela, les Sud-Africains votent une loi, les Noirs évidemment, qui dit que les Sud-Africains qui acquéraient volontairement la citoyenneté d'un autre pays perdaient automatiquement leur citoyenneté sud-africaine, sauf s'ils avaient obtenu une autorisation préalable du gouvernement. Évidemment, ceux qui sont partis n'ont pas demandé l'autorisation du gouvernement pour devenir Australiens ou Canadiens. Pour eux, c'est plus évident, c'est plus facile de se naturaliser et continuer sa vie, surtout qu'on avait peur dans le passé. Mais en faisant cela, évidemment, ça a aussi créé quelque chose. Toutes ces personnes parties à l'étranger ne pouvaient plus voter au nom de leur parti politique au pays. Ainsi, était une façon de garder le ANC de Nelson Mandela au pouvoir. Malheureusement, tout a changé très rapidement. Je vous rappelle que le ministre est là, vous le voyez, c'est un blanc du DA. DA, ce n'est pas la partie politique de Nelson Mandela. Et vous posez la question de savoir comment ça se fait que le monsieur qui est blanc devient ministre de l'Intérieur dans un pays qui s'est battu longtemps contre l'apartheid. Ceci, évidemment, expliquera tout cela. Malheureusement, avant d'arriver au pouvoir, les Noirs ont fait beaucoup de promesses aux Noirs, comme on le fait généralement. Si vous me votez, en tout cas, on fera tout ce qu'on peut faire. On va bâtir des maisons pour vos grands-mères, on va bâtir des foyers pour ceux qui sont en difficulté, qui n'ont pas de boulot. On va donner ce qu'il y a à donner, les écoles, les hôpitaux seront créés, tout le bazar. Mais arrivé au pouvoir, ce n'était pas du tout ce qui a été fait. Ils ont créé ce qu'ils appellent le BEE, en d'autres termes, Black Economic Empowerment. Black Economic Empowerment. C'était un système créé dans l'objectif de favoriser les Noirs pour que le Noir se rattrape par rapport aux Blancs en ce qui concerne les finances. Comment est-ce possible? Le gouvernement, par exemple, pourrait avoir besoin d'un contracteur, une personne pour bâtir les routes ou les hôpitaux. Parce que le gouvernement ne bâtit pas les routes ni les hôpitaux. Ils ont besoin des contracteurs. Alors, quand on fait une demande de marché, il y a des candidats qui se présentent. Et les candidats peuvent venir de n'importe où. Alors, le gouvernement, à travers le BEE, disait, si pour un travail, pour un marché, il y avait un candidat blanc et un candidat noir qui ont les mêmes qualifications et les mêmes qualités, on favorisera d'abord le candidat noir. Pourquoi? Parce que ses ancêtres et ses aïeux ont traversé des moments difficiles. Il lui faut se rattraper en termes de finances. C'était ça l'objectif du BEE. Mais en fin de compte, le BEE s'est transformé en autre chose. En quoi? Les gens prenaient ces opportunités. Au lieu de chercher des gens compétents pour construire des ponts, ils sont partis chercher des gens de leur famille, c'est-à-dire des cousins, des neveux, des gens qui n'ont aucune expérience sur comment construire les ponts. Et qu'est-ce qui se passait après, quelque temps? Après avoir donné beaucoup d'argent à cette personne, ce contracteur, vous verrez, une semaine plus tard, le pont se casse. Et c'est ça qui a créé la frustration chez pas seulement les Blancs, les Noirs aussi d'ailleurs. Parce qu'en fin de compte, à travers toutes ces choses qu'ils ont promis aux Noirs, la finalité c'était quoi? C'était les politiciens qui s'enrichissaient. C'est eux, au lieu de construire les hôpitaux, qui construisaient des maisons pour leurs deuxième, troisième, quatrième femmes. C'est eux, au lieu de construire des routes et des hôpitaux, qui achetaient des voitures pour leur famille. Fast forward. Rappelez-vous ici qu'en 94, le ANC gagnait de manière majoritaire aux élections. Et toutes les élections après cela, le ANC avait toujours été majoritaire au Parlement. Mais aux toutes dernières élections, ils ont été incapables de le faire. Ils n'ont pas été capables de gagner la majorité. Et pour ça, il fallait que le ANC fasse alliance avec une autre parti politique. Je vous rappelle ici que pendant que les années avançaient, les Noirs se battaient entre eux. Ils avaient des difficultés, des incompréhensions et des mésententes. Et beaucoup, parmi eux, créaient leur propre parti politique, comme le IFF de Julius Malema, le MK de Jacob Zuma et beaucoup d'autres partis politiques. Et qu'est-ce que cela a fait? Ça a complètement affaibli la puissance massive qu'avaient les Noirs sud-africains pendant l'indépendance. C'est-à-dire, vous pouvez être plusieurs Noirs, des millions de Noirs, mais quand vous êtes séparés, vous n'êtes plus forts. En attendant, le DA, ce parti politique qui est considéré majoritairement blanc, continue de s'agrandir. Maintenant, la frustration des Noirs qui sont déçus de leurs frères noirs, qui ont promis d'améliorer le pays, la frustration des Blancs qui veulent changer le pays, comme ils veulent que ça soit, crée maintenant des partis politiques qui sont mixtes. Le ANC était incapable de gagner la majorité, ils se sont trouvés obligés de coopérer avec le DA, qui est un parti politique majoritairement blanche, pour gagner la majorité au Parlement. C'est-à-dire, ils ont mis à côté les IFF, ils ont mis à côté MK, ils ont mis à côté tous les Noirs, ils ont choisi les Blancs. Et c'est avec eux qu'ils sont ensemble. Et c'est comme ça que ce ministre est devenu ministre de ce gouvernement. Évidemment, le ministre, bien qu'il soit ministre dans ce gouvernement d'union, il reste fidèle à son parti politique. Il voudrait donner beaucoup d'opportunités, si possible, à son parti politique, chose qui est tout à fait naturelle. Et dans ce cas, leur redonner la possibilité de pouvoir redevenir sud-africains afin de voter pour
que son parti politique gagne. Alors la question la plus importante ici est celle-ci. Est-ce que la fraternité se limite à la couleur de peau? Sommes-nous frères simplement parce que nous avons la même couleur de peau? Même si, au lieu de construire un hôpital pour que ma mère y soit soignée, tu as dépensé de l'argent pour ta deuxième, troisième, quatrième femme, sommes-nous toujours frères si au lieu de s'assurer que les services fonctionnent, tu attribues les possibilités, les opportunités à tes membres de famille, à mon détriment? Comment pourrais-je considérer une personne blanche ou asiatique qui fait les choses conformément à mes attentes pour me progresser, en créant des routes, des écoles pour que mes enfants y aillent? Est-il toujours étranger par rapport à moi? Ou la fraternité, en fait, c'est simplement soutenir ou faire ce qu'il faut faire correctement quand il faut le faire? Le ministre Dr Léon Scherbert a déclaré que le porté s'inscrit dans la transformation numérique la plus large visant à offrir les services les plus efficaces. Cette décision est prise pour restaurer la dignité de tous ces Sud-Africains qui ont quitté le pays. Des militaires nigériens actuellement au Mali, à Bamako, regardez comment ils sont heureux. Regardez ces militaires, ils sont nigériens, mais ils sont à Bamako, en communauté avec des militaires maliens, après avoir transporté des camions d'hydrocarbures aux Maliens. Incroyable. Si, et on est en train de le faire jusqu'à présent. Les conditions de vie étaient impeccables. Et on a été très bien pris en charge par les autorités. Et vraiment, on les remercie de tout cœur. On est encore en famille. On a retrouvé de la famille ici. Et vraiment, c'était des retrouvailles même, si on peut le dire. Et on souhaite que ça soit perpétuel. J'ai toujours été celui qui vous dit que la fraternité, ce n'est pas dans les paroles puériles. On n'est pas frère parce qu'on se dit frère d'une personne. On n'est pas frère parce qu'on se réclame de la même patrie, d'une même nation, d'une même nationalité ou d'une même tribu. On est seulement frère quand on est prêt à faire la guerre à tout ce qui est opposé à ce qui est votre frère. La fraternité se prouve. La fraternité n'est pas acquis pour toujours. Impossible. Et on n'est pas essentiellement frères parce qu'on vient du même quartier, de la même région, de la même république. On a le même passeport ou les mêmes identités. Absolument pas. La fraternité, c'est dans la guerre. On prouve la fraternité dans la guerre. Vous savez, les amitiés sont censées être des fraternités. Okay? Une vraie amitié est une fraternité. Et pour être un vrai ami à quelqu'un, il faut le prouver. On ne peut pas dire c'est mon ami seulement parce que nous sommes bien. On ne dit pas c'est mon ami parce qu'on n'a jamais eu des problèmes. Ça, ce n'est pas une amitié. Une vraie amitié, il faut avoir des problèmes. Pour savoir si vous êtes réellement amis, il faut vous poser la question de savoir quels sont les revers, les soubresauts que nous avons malgré tout surmontés. C'est ça, l'amitié. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso prouvent encore une fois qu'ils sont frères. Et pour de vrai. Non, ici, on se sent chez nous. Ici, on est à la maison. Comme vous voyez, les éléments, en façon, chacun vague à ses préoccupations. Vraiment, ici, on est à la maison. On se sent bien ici. On va prouver notre amitié aujourd'hui. Dans cette édition, vous comprendrez clairement c'est quoi une fraternité. Parce que les Africains, généralement, aiment dire ça, c'est mon frère. Hein? Salut mon frère, comment ça va? Mon frère. En fait, mon frère, c'est le mot le plus abusé dans la communauté afro. Même vos ennemis, vous les appelez mon frère. Rentrons au Niger. Voici le Niger. Après avoir escorté un convoi de 82 camions-citernes d'hydrocarbures depuis Niamey, des militaires nigériens sont restés à Bamako. Les voilà actuellement. Pour montrer à notre peuple de l'espace AES, aux antipodes de tout ce qui peut se raconter, nous sommes là pour ce peuple et que nous ferons tout pour que ce peuple, pour que toutes nos villes soient ravitaillées. C'est là la première mission de l'escorte stratégique. La seconde mission aussi, c'est continuer à sécuriser notre espace et toujours prouver à ce peuple que c'est l'armée du peuple en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons des militaires nigériens qui ont transporté 82 camions-citernes. Voilà les camions-citernes remplis d'hydrocarbures en destination du Mali. Leur présence, évidemment, illustre la coopération sécuritaire et énergétique entre le Niger et le Mali, dans le cadre, évidemment, de l'Alliance du Sahel. C'est ça la fraternité. C'est quoi la fraternité? Elle ne se prouve que dans les difficultés. Ils sont arrivés à Bamako le 22 novembre après avoir fait 1400 km depuis Niamey. Imaginez-vous, 1400 km de route, c'est beaucoup. Composition, il s'agissait ici de 82 citernes chargées d'hydrocarbures, offertes par qui? Par le président nigérien, ce monsieur ici, Abdourahmane Tiani, comme don au Mali. Le Niger, à travers son président de la République, offre 82 camions-citernes au Mali. Et la question se pose, pourquoi? On va le découvrir tout de suite.
Le camion a été escorté évidemment par des pick-up, des blindés, des motos de l'armée nigérienne qui ont sans peur assuré la sécurité le long du trajet. Alors on parle ici de sécurité, on parle de camions, citernes et on parle de dents. Pour le contexte, de quoi s'agit-il vraiment? Le Mali actuellement fait face à une grave pénurie de carburant. Il n'y a pas de carburant au Mali pour l'instant. C'était difficile. Pourquoi? Parce que le blocus imposé par les djihadistes, ces gens ici que vous voyez, les djinns qui sont affiliés à Al-Qaïda, ont bloqué tous les axes routiers. C'est quoi la stratégie? La stratégie est simple. Nous allons bloquer les routes dans l'objectif d'asphyxier l'économie. Le carburant est très important, les amis. Les gens ne comprennent peut-être pas, mais le carburant régit le niveau de vie que vous vivez. Quand le carburant est moins cher, tout va bien, tout est bien. Quand le carburant est cher, tout ce que vous mangez est affecté. C'est-à-dire la nourriture, le pain, le lait, le sucre, tout est affecté. Comment? Parce que le prix augmente. Quand le carburant est rare, le prix du carburant disponible augmente. Et quand ça augmente, la vie change complètement. Ce genre le faisait dans l'objectif d'asphyxier l'économie du Mali, espérant, à travers cela, trouver un moyen, évidemment, d'exfiltrer le pouvoir actuel. Conséquence du manque du carburant au Mali, il y avait des files interminables aux stations-service. Donc il y avait beaucoup de gens, évidemment, quand il n'y a pas de carburant, tout le monde part aux stations-service espérant pouvoir tirer quelques litres de carburant pour pouvoir vaquer à ses occupations. Numéro 2, flamber des prix au marché noir. Donc quand le carburant est rare, on crée un marché noir. Même ceux qui sont officiellement ceux qui donnent le carburant, à travers eux, il y a des gens qui sont pourris dans la tête. Et ceux qui sont pourris dans la tête, ils font quoi? Ils créent un marché noir. Donc à travers le marché noir, on peut vous vendre le carburant à un prix double. Mais vous allez avoir le carburant. Il y a des files interminables aux stations-service, des gens qui veulent avoir de carburant. Deuxièmement, il y a eu fermeture d'écoles et d'universités au Mali. Okay? On a fermé les écoles pendant un temps parce qu'il n'y avait pas de carburant. Seront suspendus sur toute l'étendue du territoire national du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. Les cours reprendront le 10 novembre 2025. Ces décisions s'expliquent par des perturbations dans l'approvisionnement en carburant qui affectent les mouvements des acteurs de l'école. L'arrivée de ces citernes, évidemment, a permis une amélioration immédiate d'approvisionnement, réduisant les files d'attente, redonnant le souffle à l'économie locale. Le carburant est très important. Et d'après certains experts, on sait exactement qui est en train de manigancer ces histoires. Cette coopération de l'AES s'inscrit dans la solidarité de l'Alliance du Sahel, regroupant le Mali, le Niger, le Burkina Faso. C'est ça, la fraternité, les amis. La fraternité, c'est quand toi, mon frère, tu es en guerre. Cette guerre me concerne immédiatement. Le Niger envoie des militaires. Ils auraient pu dire, envoyez vos citernes, on va remplir, et puis venez avec vos militaires, comme ça ils vont protéger et garder, n'est-ce pas? Pour qu'il n'y ait pas perte de vie des militaires nigériens. Parce que nous savons tous qu'à travers ces routes, il y a des difficultés, il y a des embuscades, il y a ces gens qui se préparent, et au fil de temps, ils acquièrent de la connaissance et de la maîtrise et de l'expérience sur comment attaquer ces camions-citernes. Le Niger, évidemment, n'a pas autant de difficultés que le Mali, donc les militaires nigériens n'ont pas nécessairement l'expérience dans ce cadre précis d'attaque. Mais le Niger est prêt à envoyer ses enfants pour aller à la rescousse du Mali. 82 camions. C'est vrai, ce n'est pas la solution finale, mais déjà c'est une stratégie commune, une stratégie en fraternité. Ne vous embrouillez pas, les amis. S'ils ne se motivent pas pour combattre avec vous vos guerres, ils ne sont pas vos frères. La fraternité, ce n'est pas dans les papiers. La fraternité, ce n'est pas dans la couleur de peau, croyez-moi. Il y a des gens qui ont expérimenté dans leur vie une fraternité venant de très loin, une fraternité étrangère, mais une vraie fraternité basée sur des principes et des mœurs réels. Des gens qui sont là pour vous protéger, pour vous soutenir, pour vous pousser à aller de l'avant, mais qui ne viennent pas de vos origines. C'est ça la fraternité. Le Mali, Niger, Burkina Faso sont des vrais frères. Et c'est à ça qu'il faut aspirer. La réalité est simple. Regardez dans le passé vous dit tout. Le passé vous raconte tout ce que vous voulez savoir sur quelqu'un et sur votre relation. C'est aussi simple que ça. Au fait, quand les gens viennent dans votre vie, ils vous montrent déjà préalablement quel genre de personne ils sont. Mais généralement, vous ne tirez pas attention. Et après, vous êtes surpris de leur réaction par rapport à une situation. Vous êtes choqué. Le monsieur vous avait montré depuis très longtemps ce qu'il était. Pendant qu'on vous a menacé, il s'est poussé à côté. Il n'a même pas posé la question pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous le menacez, qu'est-ce qu'il a fait. Mais il s'est poussé à côté parce qu'il avait peur des biceps qu'il a vus. Ce n'est pas une amitié. Et pourquoi êtes-vous surpris quand on vous attaque finalement avec un couteau, il court, il vous laisse derrière? Ne soyez pas choqués. Rappelez-vous, quand le Niger était près d'être attaqué par la CEDEAO, on leur a donné l'ultimatum. Tous les États membres de la CEDEAO présents ici aujourd'hui
ont tous engagé des éléments, ils ont engagé leur propre équipement, ils ont engagé leurs propres ressources pour mener à bien cette mission. Donc je vous le dis, nous sommes prêts à partir dès que l'ordre sera donné. Le jour J est également fixé, mais nous n'allons pas le divulguer. Les pays de la CEDEAO étaient prêts à faire une attaque armée. Ils étaient réunis, après avoir discuté avec des Européens, sur comment aller faire une attaque contre le Niger. Ma visite cet après-midi a pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, de présenter les raisons qui ont motivé les différentes mesures prises par la CEDEAO, ainsi que la collaboration que nous attendons de tous nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement survenant dans un endroit particulier a des répercussions sur le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne, de parler à nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et, eux, qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous offrir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est le Burkina Faso et le Mali qui ont réagi disant « Si vous osez attaquer, osez seulement, osez attaquer le Niger, vous allez voir. Osez seulement poser votre plante de pied au Niger, vous allez voir, ça sera la guerre totale. » C'est ce qui leur a découragé. La fraternité, c'est quoi? Ils sont partis voir les Européens pour aller attaquer le Niger. Vos frères sont partis voir les Européens pour discuter. Ils se sont mis ensemble pour attaquer le Niger. L'objectif était quoi? C'était de placer Mohamed Bazoum où il était placé. S'ils aimaient vraiment les Nigériens, ils ne seraient pas partis en guerre. Ils n'auraient même pas pensé à l'idée de partir en guerre contre le Niger, pensant que cette guerre coulerait beaucoup plus de sang Nigériens qui sont censés être leurs frères au nom de l'amour. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont menacé de partir attaquer. Mais c'est le Mali et le Burkina Faso qui ont dit « osez seulement ». Et pourquoi on est étonné de voir aujourd'hui que le Niger envoie des citernes avec ses enfants et ses militaires pour aller défendre et faire face et donner de leur vie contre ses ennemis? C'est beau, regardez-moi ça. Vous vous rappelez, il y a un an et quelques, quand le Niger a été menacé d'être agressé par la CEDEAO parce que le Niger a décidé de prendre son destin en main, la CEDEAO a décidé d'agresser le Niger d'une manière violente. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, la Guinée s'est levée pour dire non à l'agression de la CEDEAO. Ça a été un moment formidable que le Niger ne va jamais oublier. Le Niger reconnaissant l'égard du Mali et de ses dirigeants. Ça, c'est des choses à copier. La fraternité en Afrique n'existe plus. Voilà la fraternité qu'il faut. La fraternité dans tous les sens. La fraternité en Afrique est basée sur les intérêts personnels. Quand ça avance, ça progresse, on est frère. Quand quelqu'un vous présente des choses positives, c'est votre frère. Mais quand il est en train de rouler dans les difficultés, là, vous oubliez. C'est ça malheureusement. Bravo au Niger, Burkina Faso, au Mali. Ils vont vous critiquer, mais en fin de compte, ils finiront par copier. Ils finiront par suivre. Continuez dans ce chemin glorieux. God bless.